Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler des bourgeois dans les médias pour qui la sévérité de la justice, c'est seulement pour les gueux, ce n'est pas pour eux. Donc on va commencer tout de suite par Éric Tagner du média identitaire Frontières. On en a parlé hier de ses ennuis judiciaires, d'ailleurs ça rime, suite à sa pseudo-enquête pour attaquer des avocats qui défendent les droits des clandestins. Et depuis, il n'arrête pas de chialer. On m'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle du doxing sur les avocats en droit des étrangers. Nous nous sommes contentés de parler du nom de ces avocats et de dire où est-ce qu'ils travaillaient, dans quel tribunal. C'est leur job et je vous rassure, je vous viens serez d'une famille ravi que votre d'avocats, je vous avocat... assure que j'ai un immense respect pour les avocats, je vous le garantis. Moi, ce que je note, c'est que ces Elle a une drôle de avocats n'ont façon aucun de le montrer. problème. Les mêmes qui insistent sur le fait qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter vont ensuite chialer quand ils se font eux-mêmes attraper par le col. Parce que pour eux, je parle bien évidemment des bourgeois comme des racistes, la sévérité de la justice française doit s'appliquer sur une partie seulement de la population. En général sur les pauvres et les racisés, on va pas se mentir. Mais les riches surtout, il ne faut pas y toucher. Rappelez-vous ce que disait Pascal Praud il y a quelques jours. La délinquance en col blanc, elle n'a pas sa place en prison. Voilà. En fait, la bourgeoisie déteste la justice parce qu'en théorie, elle doit être appliquée de la même manière, quel que soit ton statut social. Mais comme la bourgeoisie n'aime pas l'égalité, elle aime l'exception, le privilège, c'est pour cette raison qu'elle veut contrôler et influencer la justice en faisant pression sur elle à chaque fois qu'elle en a l'opportunité. Et on va le voir avec Marion Maréchal qui a déclaré ce matin ne pas faire confiance en la justice. Moi, je vais vous dire, 62% des Français font pas confiance à la justice. Je ne fais pas confiance à la justice française. Je ne fais pas confiance à la justice française. Quand je vois le cas que je viens de vous donner là, quand je vois que dans l'affaire Crépol, le procureur ne retient pas, cette semaine là encore, le cas de bande organisée, de préméditation, de racisme anti-blanc, alors qu'il y a eu des témoins de cela. Alors on pourrait se dire qu'elle trouve que la justice ne fait globalement pas assez bien son travail, mais non. Ce qu'elle veut, c'est plus de sévérité, mais pas envers tout le monde, pas envers tous les Français, envers les pauvres. Portez votre attention sur ce qu'elle dit à la fin de cette séquence. On voit des mineurs de plus en plus jeunes qui sont également concernés et qui ne sont pas punis à la hauteur de la gravité des faits. Ensuite, il faut responsabiliser davantage les parents. Moi, je ne vais pas vous surprendre, c'est une mesure que je porte depuis longtemps. À un moment donné, quand il y a une faillite manifeste dans l'éducation, la surveillance de ces enfants mineurs, il faut que les parents puissent en payer le prix, y compris, bien sûr, dans la restriction des aides sociales dont ils bénéficieraient. Elle parle de retirer des aides. Mais qui touche des aides si ce n'est les pauvres ? En fait, elle trouve que la justice est trop laxiste envers les gueux, les prolos, et trop dure envers les bourgeois, alors que c'est précisément le contraire. Écoutez-la réagir à l'affaire Sarkozy. Elle trouve que la justice est trop dure avec la droite et laxiste avec la gauche. Autrement dit, ce que je vous ai dit. Si Nicolas Sarkozy était de gauche, est-ce que vous auriez les mêmes réactions ? Écoutez, moi, je tâche de manière générale à être la plus cohérente possible. Donc, quand je pose des réflexions et des principes, elles valent pour tous. Mais c'est vrai qu'indéniablement, on a vu peu de cas similaires à gauche. C'est bien ça, justement, ce qui m'interpelle. C'est qu'on a le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures, avec d'une part énormément d'exemples au quotidien. Je vous en donnerai quelques-uns, d'une forme de laxisme judiciaire détestable et en même temps une forme d'intransigeance totale à l'égard des dirigeants de droite. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui cette décision qui consiste à vouloir absolument faire dormir Nicolas Sarkozy en prison avant même la tenue de l'appel, quand dans le même temps les personnes qui ont lynché le policier à Tourcoing sont interpellées, reconnues et sortent avant même que leur jugement ait eu lieu. Bon, vous avez bien compris que par la droite, elle parle des bourgeois et des blancs, et par la gauche, elle parle des racisés et des pauvres. Et c'est une dinguerie ce qu'elle dit, parce que l'affaire Sarkozy est l'exemple parfait montrant justement la justice à deux vitesses selon ton statut social. Déjà qu'il y a des inégalités dans tous les domaines entre un bourgeois et un prolétaire, même devant la justice, le bourgeois et le blanc, on va pas se mentir, sont majoritairement jugés de manière plus clémente que le gueux et le racisé. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir la différence de traitement dans les médias entre Patrick Bruel, accusé par plusieurs dizaines de femmes, et Achraf Hakimi, joueur du PSG, accusé lui par une femme. Achraf Hakimi, la star du PSG international marocain, sera jugé pour viol. Il sera bien jugé pour viol. C'est la cour d'appel de Versailles qui vient de l'affirmer. Achraf Hakimi, la star du PSG, le joueur du Maroc, qui est actuellement à la Coupe du Monde, sera bien jugé pour viol devant une cour criminelle départementale, en l'espèce celle de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Pour ces faits de viol, il faut bien comprendre qu'il encourt une peine de 15 ans
de réclusion et le joueur conteste les faits qui lui sont reprochés depuis le départ. Il a d'ailleurs déjà réagi sur le réseau social X depuis les États-Unis. Un message assez particulier qui mérite qu'on s'y arrête. La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd'hui, une histoire qui n'est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J'ai parfois le sentiment d'être devenu une cible facile. J'attends ce procès depuis le premier jour. Je l'attends désormais avec impatience. » Alors Hakimi comme Bruel, ce sont des bourgeois. Et ce qu'ils ont fait s'ils sont coupables, c'est condamnable dans les deux cas. Mais l'un est blanc et l'autre non. Donc est-ce que pour lui, Hakimi, on va invoquer à tout va la présomption d'innocence comme on l'a fait pour Bruel ? Est-ce qu'il aura droit lui aussi à la même clémence que Bruel a pu bénéficier dans les médias ? Encore hier sur BFM TV, regardez la campagne pour plaindre le pauvre Bruel. Il se dit lâché. Pourquoi tout le monde veut ma mort ? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point, s'interroge-t-il, écrivez-vous. C'est un homme détruit que je ne sais pas si vous l'avez vu directement, mais en tout cas que ses proches décrivent aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas vu directement, mais oui, effectivement, ses proches décrivent quelqu'un d'abattu, quelqu'un qui s'est pris un mur dans la figure, qui ne s'attendait pas du tout à ce type de réaction, qui ne s'attendait pas du tout à ce que les plaintes soient aussi nombreuses et que sa carrière soit sur le point de vaciller à ce niveau-là. Donc oui, ils sont tous surpris, étonnés, et ils cherchent tous à comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là, et qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont dans l'inquiétude. Vous écrivez aussi dans votre requête publiée cette semaine, dans le milieu de la musique, du cinéma également, Bruel est devenu radioactif. Il est lâché par tous ceux qui l'ont côtoyé par le passé ? C'est-à-dire qu'il aurait probablement aimé que beaucoup de ses confrères, beaucoup des gens du métier disent que tout ça était faux. Est-ce que Hakimi, le footeux marocain, aura droit à la même couverture ? Je ne pense pas, vu que son cas avait été utilisé par Truchot et CNews, notamment pour défendre Bruel, justement. On ne les a pas vus manifester devant le Parc des Princes pour demander qu'Hakimi, qui va être renvoyé, et qui est renvoyé, il y a un procès pour viol, et qui n'ont pas demandé au PSG sur ce cas-là, je suis d'accord. d'exclure Hakimi. Donc en fait, ces collectifs seraient crédibles si ils traitaient toutes ces personnalités de la même façon. Mais on sait bien que c'est pas le cas. Non, mais moi, je suis on sait bien d'accord. qu'elles ont choisi Bruel, elles ont choisi Depardieu, elles ont moins choisi Gérard Miller, elles n'avaient pas choisi Tariq Ramadan à l'époque, elles n'ont pas choisi Hakimi, etc. Bon, c'est quand même très gênant. Moi, ce que je pense de Bruel... RMC, les grandes gueules. Ce genre de journalistes, entre guillemets, ont de moins en moins de scrupules à ne pas montrer leurs idées politiques. Et justement, on va parler de Daniel Riolo, encore une fois, sur qui a toujours pesé cette suspicion d'être un gros droitard, voire raciste. Il a été interrogé récemment par le média Le Crayon et il a osé mettre au même niveau Renaud Camus et Dieudonné, tout en mettant un petit tacle à Radio Nova. J'ai pas envie d'entendre Dieudonné, j'ai pas envie d'entendre Renaud Camus. Est-ce qu'il faut les enfermer ? Est-ce qu'on doit les censurer ? Il y a des grands médias indépendants qui donnent la parole à des irresponsables complets, des gens... Comme Mediapart, vous voulez dire ? Ou Radio Nova ? Des gens tout à fait dangereux. Non. Je pensais à d'autres qui donnent la parole à des Dieudonné, qui donnent la parole à des Renaud Camus. Vous voyez, on est parfaitement d'accord là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Très bien. Ils sont allés sortir des placards où ils étaient rangés depuis... Oui, mais alors, permettez-moi une question sur ce point. Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Mais dans ces cas-là, après, c'est chacun depuis son balcon, finalement. Parce que j'ai pas envie de les entendre, les gens dont vous avez parlé. Moi, ça m'intéresse pas de les entendre. Mais si on leur dit, oui, restez dans votre placard ou allez bricoler sur un site internet quelconque, ça va déferler sur les réseaux, est-ce qu'il faut les enfermer ? Est-ce qu'on doit les censurer ? Elle est là ensuite la vraie question. Moi, je le répète, j'ai pas envie d'entendre Dieudonné, j'ai pas envie d'entendre Renaud Camus, ça ne m'intéresse pas. Mais dans ces cas-là, il va y avoir ceux qui vont dire, moi, j'ai pas envie de t'entendre, toi, tu vas raconter des trucs de droite, ou vous, madame, vos trucs de gauche. Donc personne va vouloir s'entendre après. Bon, premièrement, Renaud Camus, c'est la théorie du grand remplacement. Alors qu'on aime ou pas Dieudonné, je peux l'entendre, mais mettre les deux au même niveau, c'est du délire. Et insinuer que les deux auraient le droit de s'exprimer même si on n'est pas d'accord, alors que les deux situations n'ont rien de comparable, ça en dit long sur les idées de Daniel Riolo. Deuxièmement, son discours de focus sur la liberté d'expression totale, alors qu'il a insulté les supporters parisiens pour un tifo Free Palestine, s'il te plaît. Et pour finir, le tacle à Radio Nova, soi-disant en rigolant, alors que sur le plateau de Léa Salamé, face à Mathieu Pigas, il a été le plus agressif du plateau.
On sait très bien qu'ils détestent Radio Nova. Déjà parce qu'ils ont du succès, il faut le dire, qu'ils sont antiracistes, antisionistes, et que pour l'instant, ils restent solides malgré les attaques. L'exact contraire de Riolo et de sa radio. Justement, sur RMC, tout à l'heure, Bali Bagayoko est venu s'expliquer sur la polémique concernant le fait d'avoir donné le droit quelque part de siffler la Marseillaise. Et j'ai envie de dire bravo au maire de Saint-Denis, il est resté solide sur ses appuis. Par exemple, je prends ma situation, je suis français à part entière, et puis je suis d'origine malienne, ma femme est tunisienne, et j'ai beaucoup d'amis qui sont venus d'horizons un peu différents. Et donc forcément, nous avons, une sensibilité, par exemple, sur la question palestinienne. Nous n'allons pas nous laisser divertir par l'idée que nous n'aurons pas un avis à donner sur la manière dont l'État dans lequel nous sommes se positionne par rapport à ces situations-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis que cette forme de sensibilité s'exprime, malheureusement, dans les lieux de masse. Alors, c'est bien sûr dans les stades, mais c'est aussi, y compris lors de meetings, c'est aussi dans l'espace public quand il y a des concerts. J'ai aussi observé cela. Donc, le sujet pour nous, c'est pas de. Attention, je suis pas en train Monsieur de dire. Vous constatez, j'entends, vous constatez qu'un certain nombre de gens, sifflent la Marseillaise et vous essayez encore une fois de comprendre pourquoi. Oui. Mais vous dites que c'est un droit et en même temps, est-ce que vous condamnez ? Non, je condamne puisque premièrement, je n'ai jamais. Attendez, premièrement, je n'ai moi jamais sifflé la Marseillaise. C'est la première chose. La deuxième chose. Il ne faut pas, entre guillemets, c'est ce qui se passe malheureusement dans nos sociétés désormais, celles et ceux qui s'autorisent à penser, à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui fait que des gens, vous savez, qu'est-ce qui fait que des gens sifflent la Marseillaise ? Vous n'êtes jamais posé la question, vous êtes indifférent. Voilà, très bien. Donc le fait de pouvoir vous poser la question, en quoi ça vous oblige, vous, à être responsable de ce qu'ils font ? Non. Donc moi, je suis assez très clair, je ne suis pas pour que l'on siffle la Marseillaise, je n'ai jamais sifflé la Marseillaise, je ne peux que la chanter. En revanche, ma responsabilité, c'est d'aller chercher à comprendre pourquoi. Je pense qu'on a tous oublié que c'est le travail principal d'un homme politique en réalité. Traiter les conséquences, oui, un petit peu, mais surtout chercher de manière sincère les causes de certains problèmes pour y apporter des solutions. Mais dans cette polémique-là, c'est surtout le pressing des médias qui ont voulu en faire un sujet majeur uniquement parce que Bali Bagayoko est concerné. Il y a dans le même temps Bardella qui a dit vouloir supprimer le droit du sol, c'est passé quasiment inaperçu, parce que la bourgeoisie choisit quels sujets ont de l'importance. Et on va le voir avec Mathieu Delormeau qui fait la tournée des médias pour parler de sa consommation de drogue à la télévision. Dernière question, à l'époque où vous étiez complètement dedans, dans votre équipe, ceux autour de vous, vous étiez le seul à consommer ou pas ? À la télévision. Vous êtes dur en question, vous. Je vais pas vous dire si des gens dans l'émission d'Hanouna consommaient. Y a beaucoup de gens qui consomment à la télévision, oui. Ouais. Ça veut dire, oui. Ceux qui étaient autour de vous tapaient dedans aussi, c'est l'expression. Alors, je sais pas parce que moi, quand j'ai commencé à taper, comme vous dites, à partir du moment où j'ai commencé à taper, c'est le moment où j'ai lâché mon contrat et j'ai préféré m'amuser et prendre de la drogue plutôt que faire de la télévision. Ne serait-ce que parce que je pouvais pas y aller dans l'état où j'étais. Donc j'ai pas. Maintenant, si la question est, est-ce que j'ai déjà vu dans les soirées où il y avait des gens de télé qui en prenaient ? Oui, bien sûr. Alors on n'apprend rien, c'est pas une info qui vient de tomber, mais vous voyez, il parle de drogue tranquillement, comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de cannabis là, on parle principalement de farine, et ça fait toute la différence pour un bourgeois. Y a une espèce de frisson à consommer de la drogue dans les soirées chic parisiennes parce que ça fait chic et parce que ça fait qu'ils transgressent. Quelle drogue ? Cocaïne essentiellement, parce que le cannabis c'est un truc de gauche. Moi je vous parle des trucs de droite. C'est rare qu'on accède à un haut poste de responsabilité quand on fume beaucoup de cannabis. Ça, il faut dire les choses. Donc en général, on finit pas au gradé, ni dans la police, ni dans la magistrature, ni au gouvernement. Vous comprenez pourquoi Delormeau peut se balader de plateau en plateau pour parler de son addiction. D'ailleurs, c'est une chose que je ne souhaite vraiment à personne, l'addiction à certaines substances, même pas à lui. Mais c'est ok d'en parler à la télé. Alors que si c'était le cannabis qui était évoqué, lui, c'est tabou. On aurait parlé automatiquement des narcotrafiquants, qu'il faut leur envoyer l'armée, etc., les foutre en tôle, alors que les deux substances sont vendues par les mêmes trafiquants. Enfin bref, Delormeau va dire quelque chose d'intéressant concernant les politiques. Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit ? J'en ai eu dans mon appartement. Hein. Ah bah, évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment. Et attention, il a dit plusieurs fois, sur plusieurs plateaux différents.
Je faisais des petites parties sympathiques où tout le monde rentrait et sortait, donc je ne dénoncerai jamais. Mais il y avait chez moi, évidemment, des hommes politiques, mais je parle de députés, je ne parle pas de stagiaires. Certains ont eu des très gros postes depuis, mais ça bouge beaucoup. Il y avait chez moi des policiers, pas en fonction ce jour-là, mais des policiers de la BAC, il y a eu un major une fois, il y a eu chez moi des magistrats. Et tous prenaient de la drogue. Bah, évidemment, quand on arrivait chez moi, on arrivait, on était nombreux, donc voilà, on se croisait, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de drogue, ça durait des heures et des heures et des heures. C'était assez glauque finalement, mais c'est pas tant le sujet, mais c'est pour vous dire que ça touchait chez moi, il y avait aussi bien des chauffeurs de taxi que des futurs ministres. Donc voilà. Quand il a parlé de ministre, ça a fait tilt dans ma tête. Et on va jouer le temps de quelques minutes aux complotistes. Parce que Delormeau, au tout début de l'affaire Palmade, que tout le monde connaît, était chroniqueur chez Hanouna et il a disparu pendant quelques jours subitement. Il dira par la suite qu'un de ses proches avait des ennuis ou plutôt qu'il était très malade à l'hôpital. Bref, par la suite, Carl Zero, qu'on ne présente plus, avait évoqué l'idée qu'un ministre ou un homme politique de premier plan était présent lors de la soirée chemsex de Palmade. Une séquence qui a totalement disparu. Le moment où il dit ça, je n'ai pas pu le retrouver. J'ai cherché toute une journée. Par contre, j'ai quand même pu retrouver le moment où Carl Zero parle d'une vidéo pédopornographique dans l'affaire Palmade. Et regardez la réaction de Delormeau à l'époque. Déjà, je me disais qu'il était chelou. Carl, parce que toi, on en est où dans l'affaire aujourd'hui, puisque ça rebondit tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveaux éléments aujourd'hui? Il y a 2 éléments nouveaux. Il y a un nommé Fabien, bien connu des nuits parisiennes, interlope, tu vois, le monde de la nuit, qui s'est manifesté dès hier soir en envoyant des vidéos et des audios qu'il avait sur un portable qui montrent Pierre Palmade en train de regarder des trucs pédopornographiques. Du coup, les flics de la PJ sont allés le voir à Bordeaux aujourd'hui pour dire mais c'est quoi ce portable, machin. Il dit c'est le portable que j'ai racheté il y a 2 ans à un copain de Palmade qui n'avait pas nettoyé le portable avant de le vendre et j'ai retrouvé ça là-dedans et je ne savais pas quoi en faire. Alors, après, il faut faire attention, ça peut être aussi une cabale qui est montée contre Palmade. Subitement, des mecs qui sortent de nulle part, tu vois, il faut quand même se méfier. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi, Carl, les éléments? C'est quoi? C'est des filmés en train de regarder des... Il est filmé en train de regarder des scènes d'enfants. Ça peut être elle a raison, ça peut être des montages, ça peut être tout et n'importe quoi. Bien sûr, ça peut être des montages, mais qui va s'amuser à faire des montages? C'est vrai que ça va trop loin, on va trop vite. On va trop vite, là, justement. On juge déjà, peut-être qu'effectivement, quelqu'un avait intérêt à faire du montage. Ça, faut être très prudent. Mais c'est pour ça. C'est quoi l'enjeu? J'en sais rien, Carl, mais tu sais pas non plus. Il y a bien quelqu'un qui s'était fait passer pour un des passagers du véhicule. L'alcoolique qui est arrivé pour te dénoncer. La notoriété a des aspects. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Non, je dis juste qu'effectivement, ça va vite et que si ce que tu dis est vrai et qu'il y a ces images-là, c'est dégueulasse. Si effectivement ces 2 petits dealers ou quoi, il y avait un problème d'argent, qu'on fait un montage pour se venger et tout ça, encore une fois, ça prend du temps, une instruction. Il faut pas aller. En ce moment, ça va vite, je trouve. Admettons. Alors. Je vous avais dit que c'était complotiste, mais par la suite, alors qu'elle a rien à voir en soi dans cette affaire, dans TPMP a été invitée Elisabeth Lévy pour disqualifier la thèse de l'existence de cette vidéo, où l'on verrait Palmade regarder des choses pédophiles. Aucun article n'a été publié sur l'affaire Palmade sur le site de Causeur. Vous dites que vous êtes choqué par le traitement de l'affaire Palmade. Il est tout à fait légitime qu'on exprime notre compassion, notre souci des victimes. Maintenant, j'ai depuis l'impression d'assister à un lynchage et vous savez, ça me fait beaucoup penser. Est-ce que vous vous rappelez QAnon ? C'est-à-dire quand les partisans les plus cinglés de Trump, en gros, se sont mis à diffuser des messages expliquant, et beaucoup le croyaient, que le monde est dirigé par une élite pédophile, sataniste, c'est la décadence, le sexe, la drogue, on mélange tout. On mélange ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, on mélange ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et moi, Gilles, hier, je dois dire que j'étais assez choqué par votre séquence avec Carl Zero, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de chroniqueurs ici qui ont fait le boulot. Bien sûr. Qui ont fait le boulot. Après, Carl Zero ayant accusé Dominique Baudis du même genre de choses il y a 20 ans, je trouve quand même que ça le disqualifie. Mais si vous voulez, les conditionnels en ce qui concerne l'affaire des vidéos pédopornographiques, ça ne va pas. On ne devrait même pas en parler. Et est-ce que vous vous rappelez la chanson L'Auvergnat de Brassens ? Bien sûr. Même un criminel a le droit, si vous voulez, il fait partie de l'humanité. Là, j'ai l'impression que Palmade, si vous voulez, c'est le mal absolu, c'est le nouveau diable. Si vous voulez, il est attaqué de partout. Franchement, attaquer Palmade, on n'a pas besoin d'être très courageux aujourd'hui. Elle est quand même très bizarre, cette affaire Palmade. Elisabeth Lévy, c'est quand même une femme qui a défendu Polanski, Duhamel, Matzneff. Renseignez-vous sur leurs affaires. Et encore récemment, elle a défendu Depardieu.
Depardieu qui avait sexualisé une enfant en Corée du Nord. Et Elisabeth Lévy l'avait défendu en disant que les enfants sont des êtres sexuels. Donc pourquoi elle met tant d'énergie en 2023 pour défendre Palmade pile au moment où un volet pédocriminel est évoqué? Et elle a continué aussi sur CNews avec tant d'énergie qu'elle est passée encore une fois pour la folle du bus. Même les autres chroniqueurs, même les autres intervenants, même le présentateur n'arrivent pas à suivre ce qu'elle veut dire. Je voudrais quand même vous dire une chose un peu plus générale, et je vous préviens, ça va choquer des gens. Je suis très minoritaire. Peut-être qu'il réfléchissait avant de le dire, peut-être. Non, non, j'assume parfaitement. Je ne sais pas ce que vous allez dire, hein, mais... J'assume parfaitement d'être minoritaire, j'assume parfaitement d'être extrêmement choqué. Nous sommes dans un état de droit. Cette mise sur la place publique de n'importe quel branquignol qui arrive, qui dit « Hier, j'ai entendu, je ne sais plus où, ah bah si, il paraît qu'il y avait des enfants de gens connus. » C'est les pédophiles satanistes. Hein. Excusez-moi, on est en train... Franchement, là, je vous ai perdu. Là. Vous m'avez perdu plutôt, là. Sur la dernière seconde, le début de cette affaire Palmade... Qui parle de pédophiles satanistes? De quoi vous parlez? C'est un peu, vous savez, c'est ce que disent les gens d'Agnon pour qualifier les élites mondiales. Des gens qui nous expliquent qu'ils ont vu sur le téléphone de Palmade... Mais attendez, excusez-moi. Elisabeth, mais Maître Calfon que des vidéos, que du matériel vidéo est en train d'être examiné. Alors peut-être que Maître Calfon peut me répondre également pour resituer un petit peu le débat, et ensuite vous reprenez. Non, pardon, laissez-moi vous répondre. Elisabeth, s'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Plateau. Laissez-moi vous répondre. Excusez-moi, il se trouve que, comme l'a dit Maître Calfon, les juges sont des êtres humains. Ils lisent la presse. Les policiers lisent la presse. Donc, dans une affaire comme ça, si vous voulez, n'importe quoi qui devient un élément d'information, si vous voulez, va aussi devenir un élément d'enquête. Tout ça est très mêlé. C'est pour ça que je dis que je suis quand même un peu effaré, si vous voulez, parce qu'il est en train de se produire autour de cette affaire, je suis désolé, il se produit des accidents mortels avec des conducteurs sous drogue ou sous alcool, malheureusement, assez fréquemment. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous partager ça, c'est tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager, booster la vidéo si vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Respirez un bon coup. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.